You know Okay. what I'm making the film about? No. About anti-Semitism. Anti-Semitism, what does that mean? It means when people hate the Jewish people. No way, man. The Jewish people control the world. Yeah? Of course. Le chat serait même devenu l'un des premiers moyens de recrutement des mineurs pour les faire participer à des films pornographiques et avoir des relations sexuelles avec eux, voire à les enlever. En France, l'un des chats les plus populaires s'appelle Chatland. C'est sur ce site que je démarre mon enquête. Particularité de celui-ci, les enfants y sont géolocalisés. Chaque internaute peut donc savoir à combien de kilomètres se trouvent ses enfants connectés. Inscrit depuis plusieurs jours sur le pseudo de Jessica, 12 ans, c'est à chaque fois la même chose. En moins de 10 minutes, plus de 20 personnes veulent me parler, en savoir plus sur moi. Souvent, ils me demandent une photo. J'envoie alors celle retouchée et non reconnaissable d'une jeune collaboratrice de l'équipe qui, sans ambiguïté aucune, laisse penser qu'elle a entre 12 et 14 ans. Durant toute cette enquête, j'adopterai à chaque fois la même attitude. Jamais je ne les provoquerai, jamais je ne proposerai moi-même de rendez-vous. Mais malgré toutes ces précautions, 9 fois sur 10, les internautes m'abordent en me parlant de sexe. Très vite, je remarque que l'un d'entre eux insiste plus que les autres. Son pseudo, Toutoun27. Rapidement, cet homme âgé de 66 ans invite Jessica en privé sur MSN. En moins d'une heure, Toutoun27 propose un rendez-vous à Jessica. J'irai te chercher le samedi et te ramènerai le dimanche soir, tard. On est fait pour se plaire tous les deux. Tu seras à moi, ma chérie. Je te ferai l'amour, ma puce. Dans la peau de Jessica, je lui réponds que sa proposition me fait un peu peur et lui rappelle mon âge, qu'importe. Pour savoir qui se cache derrière ce pseudonyme, pour découvrir le vrai visage de cet homme, je décide de me rendre sur le lieu de rendez-vous, sur le Champ de Mars, à Paris. À midi pile, un homme s'approche du lieu. C'est bien lui. Il semble chercher du regard la jeune enfant avec qui il pense avoir rendez-vous. Il n'imagine pas un instant que c'était avec un journaliste qu'il chattait. Filmé de loin par un caméraman, je m'avance vers lui. Vous êtes là pour rencontrer Jessica? Oui. Pourquoi faire? On va discuter, on va se faire connaissance. Pour clarifier les choses, je lui explique tout de suite que je suis journaliste et que l'enfant à qui il croyait parler, c'était moi. À ma grande surprise, il ne semble pas vraiment déstabilisé. Le but c'est quoi derrière? Sincèrement. Sincèrement, je pense que on va devenir des bons copains. Ouais. On sera des bons copains parce que je pense que
c'est un peu fait pour ça. Si on se rencontre, c'est pour se rencontrer, pour discuter, pour échanger des idées. Puis j'ai une passion, moi c'est le motocross, j'aimerais bien l'emmener au motocross. Ouais. J'aimerais bien. Vous lui avez écrit que vous vouliez faire des choses de sexuelles avec elle. C'est vrai. Oui, entre écrire ce qu'on dit et écrire et puis ce qu'on fait, ça fait une différence. Mais vous êtes quand même venu au rendez-vous là. Oui, c'est normal. C'est normal. Quelque chose de sexuel. Non, pas du tout. Je ne vois pas ici ce qu'on pourrait faire. Pourquoi il faut aller où pour ça? Ça n'a aucune idée. Ça me hante pas du tout. Hein. J'en ai pas la moindre idée. Hein. J'en ai pas du tout la moindre. Vous allez souvent sur Chatland? Chatland, ouais, je suis tout le temps. Tout le temps? C'est bien pour rencontrer des jeunes? De la merde, c'est de la merde. Parce que ça concrétise pas de rien du tout. Hein. Ça concrétise pas derrière? Au cours de la discussion, j'apprends que Toutoun 27 s'appelle Pascal. Il vit à 160 km de Paris. Il n'a pas hésité à faire 2 heures de route pour rencontrer Jessica. Pour cette rencontre, je suis venu avec la retranscription des discussions qu'il pensait avoir avec cet enfant de 12 ans. Là, vous lui dites ce jour-là à 18h43, très bien, j'ai envie de te caresser. Oui, il faut bien dire des choses. Vous auriez pu dire autre chose que ça? Non. Non? Pourquoi? C'est une fille. Un mec que je peux pas dire j'ai envie de te caresser, alors qu'un mec, elle est censée avoir 12 ans et vous avez dit qu'elle avait 12 ans. Ouais, peut-être bien, j'en sais rien. Et ça... Je me rappelle plus d'ailleurs. Honnêtement, hein, parce que je sais qu'une fois je suis tombé sur une petite année de 12 ans que je ne savais pas. Disons, je me suis... Vous lui avez dit des gros bisous sur ta petite fente. Ouais, c'est possible. Donc vous saviez qu'elle était jeune. Ouais, c'est... Ah bah, ouais. Bah si, vous avez dit... Oui, je regarde tout. Oui, non, c'est bien, c'est bien ça. Vous lui avez dit, tu écarteras bien tes cuisses pour que je fasse des photos de ta chatte. Ouais. Ça, c'était le but de la rencontre aujourd'hui, peut-être? Non. Et pourquoi vous êtes venu alors? Parce que j'avais... Là, je suis venu parce que ça me semblait crédible. Je vais avoir moins ça. Ouais. Je vais avoir une copine que je pour lui faire des bisous partout et des gros bisous sur la petite fente, tout ça. Oui, mais ça c'est du. C'est du quoi? Ça c'est du courant d'air. Hein. C'est le courant d'air que je vais répéter ce soir peut-être à une autre si j'en tombe sur une autre. Je m'occupe pas. Moi je regarde pas le. Ça c'est du courant d'air. Mais vous savez que c'est parfaitement interdit par la loi? Oh bon, oui. S'il faut qu'on s'arrête à la loi, on est bien. Hein. Au cours de la rencontre, Pascal va m'en dire un peu plus sur ses habitudes. Il me confie qu'il passe même ses journées à tenter de rencontrer des enfants. Quand ça tombe, ça tombe. Sinon... Et quand ça tombe, il y en a combien qui tombent Je sais pas, une tous les 15 jours, peut-être une tous les mois. Ah ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Édifiant. My next guest was used also in worshiping the devil, participated in human sacrifice rituals and cannibalism. She says her family has been involved in rituals for generations. She is currently in extensive therapy, suffers from multiple personality disorder, meaning she's blocked out many of the terrifying and painful memories of her childhood. Meet Rachel, who is also in disguise to protect her identity. You come from generations of ritualistic abuse? Yes, my family has an extensive family tree, and they keep track of who's been involved and who hasn't been involved. And it's gone back to, like, 1700. And so you were... Right. I was born into a family that believes in this. And does everyone else think it's a nice Jewish family? From the outside, you appear to be a nice Jewish girl? Definitely. And you all are worshiping the devil inside the home? Right. There's other Jewish families across the country. It's not just my own family. Really? And so who knows about it? Lots of people now. I talked to a police detective in the Chicago area, and several of my friends know, and I've spoke publicly before. And so when you were brought up in this kind of evilness, did you just think it was normal? I've blocked out a lot of the memories I had because of my multiple personality disorder. But yes, I mean, it's like if you grow up with something, you think it's normal. Mm-hmm.
I always thought So what something- kinds of things? You don't have to give us the gory details, but what kinds of things went on in the family? Well, there would be rituals in which babies would be sacrificed, and you would have to, you know... Whose babies? There were people who bred babies in our family. No one would know about it. A lot of people were overweight, so you couldn't tell if they were pregnant or not, or they would supposedly go away for a while and then come back. The other thing I want to point out, not all Jewish people sacrifice babies. I mean, it's not a very think we kind of know thing. that. I just want to point that out. This is the first time I heard of any Jewish people sacrificing babies. But anyway, so yeah, you witnessed the sacrifice. Right. When I was very young, I was forced to participate in that, in which I had to sacrifice an infant. And the purpose of sacrifice is to what? Is to bring you what? What are you sacrificing for? For power. Uh-huh. Power. And so, were you ever used? Were you ever used yourself? I was molested. I was raped several times. And what's your mother doing She's... in all of this? What's her role in all of this? I'm not exactly what her role is. I haven't, recovered all of my memories, but her family was extremely involved. She brought me to it. Both of my parents brought me to it. And where is she now? She lives in the Chicago metropolitan area. She's on the Human Relations Commission of the town that she lives in, and she's an upstanding citizen. Nobody would suspect her. Were you raised with a sense of right and wrong, Rachel? Yes. I mean, it's like I had both. I mean, to the outside world, everything we did was proper and right, and then there were the nights that things changed, that things just got turned around. What was wrong was right, and what was right was wrong. That's what helps to create somebody, to develop MPD. Multiple personality. Right, right. Now, in your family, did you all call it worshiping the devil? No, Rachel, or I don't know. It was just evil, these things you did. Right. Right. Well, I said it was evil, and they said it was good. There's a book that I had just come across called Lilith's Cave, which is a book of Jewish mysticism and supernatural, and there's a lot in that book that relates to what I, endured when I was... Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Je parlais du lobby des supporters des pédomanes. Voilà ce qu'on lit dans le terrorisme intellectuel, le livre de Monsieur Sevilla. Pardon, le terrorisme intellectuel, merci Monsieur Poncard. Le terrorisme intellectuel de 45 à nos jours. On lit ça. En 77, 3 inculpés pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans se retrouvent depuis 3 ans en préventive. Ils reçoivent le soutien de Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Guy Hockenheim, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Matzneff et Philippe Solers. 2 points, ouvrez les guillemets, 3 ans de prison pour des caresses et un baiser, ça suffit. Publication dans Le Monde du 26 janvier 77. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant des tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Je ne pense à personne, madame. Je ne pense à personne. Je pense au monde tel qu'il a été, à l'histoire telle que je la connais. Vos insinuations sont minables. Non, elles sont justes non, et elles sont historiques. minables. Mais je ne pense pas à vous, hein. Je pense au monde tel qu'il est. Je pense qu'il y a eu des tortures horribles comme ça. Et quand j'ai revu ces tortures, j'ai pensé à Henri Alleg. Je ne sais pas pourquoi. C'est une maladie de ma part. Puisque vous vous lancez dans ce type d'accusation, vous auriez pu au moins avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce que vous dites. Ah, moi, je suis très peureux dans la vie. Oui. Hein, je suis un lâche. Voyez-vous, Jean-Marie Le Pen, lui, il a gagné ses procès lorsqu'on l'a accusé de torture. Vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Parce que personne ne m'a fait un procès, je ne vois pas pourquoi, mais si ça vous c'est vous qui auriez dû en faire pour diffamation. Mais ça n'était pas une diffamation, c'était la vérité, monsieur Cohn-Bendit. Vous savez tout. Jean-Marie Le Pen, lui, ne se fait pas tripoter la braguette par des gamins.
J'aimerais savoir quelle est la légitimité de Cohn-Bendit pour parler au nom de quoi que ce soit. Il n'est même pas français, c'est un Allemand. Voilà, il donne des leçons à tout le monde. À part avoir fait l'apologie de la pédophilie, aider à chasser De Gaulle, qui est donc le grand patriote qui avait aidé la France à être respectable et respecté à l'orée des années 60, quelle est la légitimité, le CV de Cohn-Bendit pour donner des leçons à tout le monde? J'aimerais bien savoir. Je vous dis, à part la pédophilie, l'éviction de De Gaulle, et le fait finalement de dire qu'on ne devait jamais faire confiance à un homme de plus de 40 ans, il aurait dû se retirer du jeu. Enfin voilà, il faut se poser la question. À part son appartenance à la communauté organisée, quel est son... Comme s'il était un peu un marquis sous l'Ancien Régime, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il a le sang qu'il faut. Mais j'aimerais bien savoir d'où parle-t-il, pour reprendre une célèbre phrase de Roland Barthes. On va citer que mes passages. On va citer les tiens un peu. Allez-y, Dorothée. Un petit peu de silence. C'est vraiment ça la télé, quoi. Et enfin, un 40. Sérieux, parler de choses sérieuses. Alors quoi, qu'est-ce que vous avez? Je voudrais lire un passage qui est un peu dur. Et enfin, à 40 ans, avec ce curieux gamin un peu bizarre, oh non, alors là, je vous l'interdis. Je vous demande de parler de moi, parce qu'ici, nous avions normalement, on parle de ce qu'on écrit. Pourquoi tu parles de ce que moi j'écris? Je veux pas qu'on parle de ce que tu écris. Allez-y, Dorothée. Ça n'a rien à voir avec la politique, c'est trop facile. Tout le monde verra que tu es un censeur, et un autocenseur. Je ne suis pas un censeur, j'en ai parlé. J'ai dit moi-même à mon éditeur que je voulais laisser ce passage. C'est pas grave. Oui, alors lisez-le, Dorothée, lisez-le. J'ai laissé ce passage. Non, ça m'intéresse. C'est un examen de conscience. C'est un journal pour moi, c'est pas un livre où on va raconter les ragots de ses copains en déformant ce qu'ils disent, parce que le problème c'est que souvent tout le temps, j'essaye de faire mon examen de conscience. Je n'ai jamais tenu mon journal pour d'autres raisons. S'il est resté quelques ragots, parce que de temps en temps il y en a un qui passe. Mais il y en a lisez un bout de cet examen de conscience. S'il vous plaît. Sur un épisode sexuel de ma vie qui a déjà été longuement traité. C'est une question qu'on pose, vous en parlerez. Il s'agit d'une expérience que vous avez eue à un moment, une expérience sexuelle avec un enfant, c'est clair? Attention, expérience sexuelle avec un enfant, Je parle de tolérance en général. La tolérance est quelque chose qui, en ce moment, est en train de disparaître totalement. Et vous parlez des événements récents, comme s'ils avaient libéré une situation bloquée jusque-là. Mais il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Avec pas de réprimer. Moi, je pense que... Moi, je ne suis pas un juge. Il faut comprendre les choses, il ne faut pas le juger. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes ou quoi? Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. On interdit les Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet. Pourquoi pas? Sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Quand il passe à l'heure. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? Vous. Oui. Donc, qui ne laisse pas l'autre. Qui ne laisse pas l'autre. C'est chacun son tour, mais dans la liberté. C'est un système autoritaire au service de la liberté. Qui en a besoin? C'est vous qui le dites. La forme, les mots qu'on utilise est en relation très stricte avec ce qu'on dit. Vous ne faites que prôner le mensonge, enfin.
Jacques de Guibon. Mais non, mais je suis assez stupéfait par le cynisme de Maître Lévy. Je trouve que vous êtes vous faites le défenseur d'un genre d'ancien régime. Quand on voit Luc Ferry, là, on a l'impression vraiment d'être dans des salons 18e roulants où chacun va sortir ses petites histoires sur un machin, mais qui est un monde intouchable parce que c'est un monde politique au-dessus ou de dominant, etc. Et on n'a pas le droit de faire craquer. Et on a envie de comité de salut public quelquefois. Bonsoir Jack Lang, merci d'être avec nous en direct car on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes, rappelons-le, un proche de DSK, vous l'avez vu je crois lors de son dernier passage à Paris. Vous le souteniez pour les primaires, on ne sait pas s'il faut parler au passé. Comment réagissez-vous à ces derniers développements? Je crois que ce qui doit guider tout citoyen, socialiste ou pas, c'est en matière juridictionnelle la recherche de la vérité et l'équité. Donc je ne me prononce pas sur le dossier que je ne connais pas. Mais je ne peux pas ne pas constater que depuis 2 jours, il y a comme une sorte d'acharnement, de lynchage contre Dominique Strauss-Kahn. De la part de qui? D'un côté, de la part du système juridictionnel américain et du système médiatique en général. D'un côté, seule la voix de l'accusation est entendue. On cite toute une série de faits ou d'événements. À aucun moment, il n'a été possible à la défense de répondre. Et il faut attendre encore de nombreux jours avant que Dominique Strauss-Kahn soit en état de répondre dans des conditions d'équité. Par ailleurs, je note les contradictions multiples de la police qui a changé de version à différents moments. Je le note sans en tirer de conséquences. Oui. Et par ailleurs, aujourd'hui même, quand on connaît un tout petit peu le système américain, qui est différent du nôtre, c'est l'évidence. Ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Oui. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar, et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte. Parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer.
Polanski, comme souvent les gens issus de sa communauté d'ailleurs, a des casseroles de pédophilie. Pas de pédophilie dramatique, parce que ce qu'il aime, c'est les gamines de 14-15 ans. Donc elles sont déjà pubères, mais à la limite, c'est pas, comme certains, les violer des gosses de 2 ans. Mais dans l'Amérique puritaine, ça lui a coûté cher. Donc en fait, il avait une condamnation, de peur d'avoir une condamnation grave pour une histoire sexuelle qu'il avait eue avec une fille de 11 ans qui en faisait 14, ou je sais pas quoi, enfin... bon voilà, c'est des histoires un peu sordides. Il avait fui la justice américaine, l'Amérique ne rigole pas là-dessus. Donc il avait dormant depuis des décennies, malgré son statut de grand cinéaste de stature mondiale. C'est un grand cinéaste, hein. Il a fait des chefs-d'œuvre, hein. Il a fait Rosemary's Baby, j'ai revu Chinatown l'autre jour. Bon, le scénario est de Gérard Braque. Gérard Braque, c'est du chef-d'œuvre de cinéma, c'est du grand cinéma, hein. Donc moi, c'est pas parce que le mec, d'un seul coup, est critiquable sur un certain secteur que je vais nier son talent. Voilà. Bon, Polanski est un très grand cinéaste qui avait des casseroles on va dire, de viol sur mineurs, hein, voilà. Pas pédophilie, on va dire viol sur mineurs, mais ça dormait depuis des années. Et à un moment donné, c'est réactivé. Et il se retrouve des années après sur la sellette. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça, je l'avais remarqué. Il fait un film qui est passé assez inaperçu, qui est un très bon film, qui s'appelle The Ghostwriter. Le sujet de ce film, c'est de dire en gros, c'est très explicite, hein, que Tony Blair, l'ancien président d'Angleterre, a été toute sa vie un agent américain, et qu'en fait il a travaillé pour les intérêts de l'Empire américain et pas pour les intérêts anglais. Il fait ce film, qui est un film subversif, critique. Derrière, boum, il se chope, réactivation de sa condamnation pour viol. À peine sorti de l'avion qui le menait en Suisse, Roman Polanski est rattrapé par son passé à près de 80 ans. Il s'est fait arrêter pour une affaire qui remonte à 1977. Alors justement, est-ce que cette arrestation de Roman Polanski est le fruit du hasard ou au contraire, est-ce que la traque a été préméditée ? Non, c'est le résultat d'une stratégie très élaborée de la part du procureur de Los Angeles. Son nom va devenir sans doute célèbre. Il s'appelle Steve Cooley. Il est à la tête de 1000 fonctionnaires. C'est le procureur le plus puissant des États-Unis. Il se prend dans la gueule la réactivation finalement de son dossier de viol parce qu'il fait The Ghostwriter. La communauté organisée le sauve par tous les moyens. Là, on a la solidarité tribale dont je parlais tout à l'heure, qui peut être négative contre le goyim insoumis avec Tim Seat ou les excitations injustifiées de Todd, injustifiées par le concept, ou les solidarités injustifiées par le concept de Todd. Puis aussi, il faut sauver le soldat Polanski. Et d'un seul coup, on a les BHL, les machins qui disent de toute façon, un génie juif mérite d'être traité comme un génie. Roman Polanski est un enchanteur qui a enchanté des générations entières. C'est un peu sinistre, cette histoire, franchement. Hein. Un homme d'un tel talent, reconnu dans le monde entier. Révolté, indigné, scandalisé, et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Souvenons-nous quand même de ce qu'il a vécu. Il est un enfant du ghetto de Cracovie. Sa mère a été déportée et assassinée par les nazis. Il a connu le ghetto de Varsovie, donc il peut violer des mineurs. Enfin, on avait déjà eu ça avec l'affaire Goldman, hein, à l'époque, en 1975. J'ai tué 2 pharmaciennes et j'ai tué sur un flic parce que moi, je suis né en France, j'ai jamais rien vu, mais mes parents polonais ont été victimes de la Shoah. Donc on a toujours cette manipulation tribale de souffrance des ancêtres, ce qui est d'ailleurs la définition du tribalisme. Hein. Quand on prétend bénéficier des avantages, comment dirais-je, de la communauté de sang et non pas seulement des siens. Hein, c'est-à-dire la transmission de la responsabilité collective, le privilège collectif, tout ça c'est du tribalisme. Hein. Ça n'existe pas dans l'individualisme universaliste républicain. Hein. C'est le vous, nous, ça c'est typiquement tribal. Transmission héréditaire de la valeur, transmission héréditaire de la responsabilité, co-responsabilité au niveau de la fratrie des responsabilités, tout ça c'est du tribalisme. Hein. Je tue ton cousin parce que toi tu m'as fait quelque chose, ça n'existe pas dans l'individualisme, mais ça existe dans le tribalisme, et on voit bien que ces gens-là sont tribaux chaque fois qu'il faut réagir de manière émotionnelle, hein, dans la désignation haineuse ou dans la solidarité. Donc là, le soldat Polanski est sauvé par la communauté organisée au nom de la solidarité tribale. C'est toujours selon des critères ethnico-racialo-confessionnels, jamais selon des valeurs de morale universelle. Hein, voilà. Et il est sauvé. Mais après, il faut qu'il rembourse la communauté qu'il a sauvée. Et le remboursement arrive très vite. Il doit tourner à partir de septembre un film sur l'affaire Dreyfus. Je ne pense pas que Polanski, à l'âge qu'il a, avec la carrière qu'il a envie de se taper un film sur l'affaire Dreyfus. Mais je pense qu'il est obligé de le faire, parce que c'est comme dans la mafia, on t'a sauvé, mais il faut que tu rembourses.
et tu vas nous faire un beau film sur l'affaire Dreyfus, Polanski, qui sera nommé évidemment au César, aux Oscars, etc., peut-être qu'il y aura des prix, parce qu'en ce moment, il y a une insoumission qui monte en France, qui est la réaction normale à une domination communautaire de plus en plus pesante et illégitime selon les critères républicains laïques bien sentis, dont les marqueurs sont l'affaire Dieudonné, Alain Soral, etc. Et il faut faire quelque chose pour réactiver la culpabilité et la soumission du goïm par la culpabilité, en mettant en avant les grandes figures qui empêchent de comprendre la situation actuelle, en faisant référence à des situations d'hier.